Monsieur le ministre, quand vous découvrez le titre du congrès de l'UNIS 2023, quand vous lisez immobilier état d'urgence, c'était ma réflexion au tout début, vous vous dites qu'ils exagèrent un peu ou alors vous dites oui, il y a état d'urgence? D'abord, bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, madame la présidente de la métropole, monsieur l'adjoint au maire de Marseille, madame la présidente de l'UNIS et avec vous l'ensemble des membres du bureau de l'UNIS et vous tous, mesdames et messieurs. Un mot également, madame Vassal a raison, pour tous aujourd'hui les locataires à Martigues qui sont dans l'obligation de trouver un nouveau lieu de résidence dans la difficulté. Je sais que les choses avancent. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des services qui se mobilisent aujourd'hui pour être à leur côté. Je sais que les choses vont dans le bon sens et je crois que dans les jours prochains, les choses devraient pouvoir véritablement se réguler. Donc ça, c'était Marseille n'a pas le monopole de l'habitat dégradé. Ah, vous savez, même dans le Nord, on retrouve aussi parfois ces considérations. État d'urgence. Je reviens à votre question. Oui, là, on est indéniablement dans un moment de crise économique énorme. Hausse des taux d'intérêt, hausse du coût des matériaux, des problématiques aussi de permis de construire. Alors, souvent, on pointe du doigt les maires. Moi, je pointe du doigt aussi la population, quelque part, qui est aussi moins tolérante à accepter finalement des constructions autour. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la tolérance à accepter l'autre, tout simplement. Mais les maires ont une forte responsabilité en la matière. Je suis maire jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, et président d'une communauté urbaine. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité de dialogue avec les habitants pour pouvoir effectivement expliquer que la crise de l'immobilier, la crise du logement, c'est quelque chose de réel. Donc il y a indéniablement une crise économique. Une crise économique, on ne va pas non plus se mentir, qu'on avait vu arriver. Parce que quand on regarde le décrochage sur 20 ans des prix immobiliers par rapport au pouvoir d'achat des familles, c'est un petit peu quand vous regardez la bourse et vous voyez une bulle et vous dites mais à quel moment elle va craquer? Et donc cette crise économique aujourd'hui est tout sauf une surprise. Sa surprise, c'est peut-être la violence avec laquelle elle frappe le secteur. Violence de la hausse des taux d'intérêt. Et on savait que cette hausse des taux d'intérêt allait déclencher une crise économique sans précédent. On le savait tous depuis pas mal de temps. Elle arrive, elle est plus violente que ce qu'on avait imaginé, elle a un impact majeur sur le plan social, sur le plan économique, et maintenant on est en plein dedans. Et elle arrive, et je complète, parce que le tableau n'est pas terminé. Cette crise arrive à un moment un peu particulier où de nouveaux enjeux majeurs arrivent. La lutte contre le dérèglement climatique, ce n'est pas une option. La lutte contre le dérèglement climatique est un enjeu qu'il va falloir affronter, crise ou pas crise. Le vieillissement de la population est un enjeu qu'il va falloir affronter, crise ou pas crise. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation d'une crise économique majeure qu'on avait vu arriver, qui arrive maintenant avec une violence inouïe liée à la hausse des taux d'intérêt, et en plein milieu, ou même presque au début, d'enjeux majeurs de transformation du logement. Alors, cette crise, on l'a senti venir au point que le président de la République a souhaité la mise en place de CNR, dont un volet était consacré au logement. Et vous avez entendu la présidente Danielle Dubrac dire on a été plus que déçus, parfois même on s'est senti méprisé. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Après, je vous lancerai évidemment sur les priorités pour essayer de relancer la machine. Oui, je comprends ce sentiment. Il a été partagé par beaucoup. Je n'ai pas participé à ce CNR Logement. C'est un peu difficile pour moi d'essayer d'en comprendre les motivations et les raisons, pourquoi on en est arrivé à ce sentiment-là. Mais en tout cas, je l'ai perçu et l'ensemble des acteurs qui ont participé me l'ont exprimé. Je pense que si je décrypte la parole de tous les acteurs, et Madame la Présidente de l'UNIS pourrait sans doute mieux le dire que moi, ça a été effectivement un travail important de rapprochement d'acteurs avec des points de vue différents sur le logement. Donc ils se sont dit, tiens là, on a peut-être quelque chose de consensuel, quelque chose qui tient la route, avec d'ailleurs des choses que je vais reprendre pour l'avenir, et peut-être que juste à la sortie, quelques maladresses sans doute qui se sont exprimées sur l'évolution d'un certain nombre de mesures qui tombaient concomitamment à la restitution des travaux. Tout ça a généré sans doute un sentiment d'incompréhension. Écoutez, on est là pour travailler et regarder l'avenir.
Alors, vous n'allez certainement pas dévoiler ici l'ensemble des contours du grand projet logement qu'a évoqué le président de la République et sur lequel vous travaillez, mais quelques grandes lignes. Quelles sont les 2-3 priorités qui vous semblent aujourd'hui incontournables pour relancer la machine ? Alors, j'ai l'occasion de m'exprimer à différents endroits et j'essaie de, effectivement, donner un cap clair et des choses très très claires sur la volonté du gouvernement et du président de la République, de la Première ministre aujourd'hui. Le premier élément qui constitue notre travail, c'est l'essentiel de mon travail aujourd'hui, c'est effectivement comment on répond à cette urgence. Il y a une urgence, on est dans une crise violente, on vient de se le dire. Le modèle économique de la production du logement est aujourd'hui déséquilibré, largement déséquilibré. Comment on trouve des points qui permettent de le rééquilibrer? Donc c'est un peu ma priorité aujourd'hui. L'idée, c'est pas une recette miracle, pas un produit miraculeux qui ferait que d'un seul coup on se mettrait à reproduire du logement partout. Je ne crois pas trop à ça. Et à chaque fois qu'on a voulu jouer à ça, ça a provoqué 2 choses. 1, on n'a pas réglé les problèmes de crise, on les a plutôt amplifiés. 2, ça a produit des effets pervers. Donc je ne suis pas trop fan de la solution miracle quand on parle de logement. Donc l'idée, s'il n'y a pas de solution miracle, c'est de prendre l'ensemble des points qui constituent les fondamentaux de la production du logement et d'essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Ça a été évoqué d'ailleurs par Madame la Présidente. L'accession à la propriété. Comment aujourd'hui on peut permettre de soutenir l'accession à la propriété. Je vous donne qu'un exemple. À chaque fois, je ne vais pas développer largement, mais je vous donne qu'un exemple. Moi, je suis assez d'accord avec le discours qui consiste à dire on ne doit pas forcément construire partout en France. Dans certains territoires aujourd'hui, il faut plutôt privilégier le fait de rénover, améliorer un certain nombre de bâtis, un certain nombre de logements. Il y a des taux de vacances qui sont élevés et ce n'est pas forcément la priorité de construction dans ces secteurs-là. Par contre, il y a besoin, dans un certain nombre de zones en France, qu'on appelle les zones tendues, il y a un besoin de construction important. Là, pour le coup, ça veut dire que vous donnez un peu plus de place au territoire, comme on dit Non, ça veut dire que je suis d'accord pour un recentrage, par exemple, du prêt à taux zéro. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement, parce que je pense que dans un certain nombre de zones, ça ne doit plus être la priorité. La priorité doit plutôt être sur la rénovation, l'acquisition-amélioration, par exemple. Par contre, nous travaillons aujourd'hui sur les barèmes, les critères du prêt à taux zéro dans ces zones tendues. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les zones tendues, ce produit, le prêt à taux zéro, n'est peut-être pas assez incitatif pour pouvoir booster l'accession à la propriété dans ces zones. Donc en ce moment, par exemple, je travaille là-dessus. Je ne peux pas vous dire effectivement quels seront les arbitrages du gouvernement, on est en train d'y travailler, mais en tout cas, ça fait partie de l'un des objets sur l'accession à la propriété. On travaille sur le locatif. Par exemple, en ce moment, on essaie de travailler sur l'idée d'accélérer la production de locatifs intermédiaires. Je m'adresse à des professionnels, vous savez ce que c'est. Bon. Donc on travaille sur cette idée, comment demain on peut renforcer cette production-là. On travaille sur le foncier, comment on peut effectivement générer des dynamiques plus positives sur le foncier. Bon, je ne vais pas citer l'ensemble des points, mais en tout cas, il y a un premier travail qui est un travail de comment on peut amortir le choc. Je préfère le dire comme ça, parce que le choc sera là, hein. Comment on peut amortir le choc et trouver effectivement dans chacun des segments de l'offre et de la demande des mesures qui peuvent permettre effectivement de mieux répondre aux besoins tels qu'on l'a défini. Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi d'insister, que les intercommunalités, les mairies auront davantage... Mais j'y viens. C'est ça. Ça, c'était l'urgence. Ça, c'était l'urgence. Et l'urgence, c'est le très très court terme. En l'occurrence, c'est le projet de loi de finances de l'État. Bon, et qui arrive plus vite que ne pourrait venir la suite. La suite, on y est. Et ça, c'est le cap de la politique du logement aujourd'hui à l'échelle nationale. L'idée de base, et ça, c'est ce qu'on veut construire dans l'année qui vient, ce que je vais vous dire. L'idée de base, c'est de dire qu'il faut renforcer les capacités d'agir des acteurs de terrain. C'est ça l'idée. Donc, ça va commencer par les collectivités locales. Et donc, une décentralisation forte de la politique du logement. Ça veut dire quoi, décentralisation forte ? Ça veut dire qu'on veut donner aux collectivités locales une boîte à outils complète pour pouvoir accompagner la production de logements, pour pouvoir avoir des politiques foncières plus ambitieuses, pour pouvoir réguler les marchés du logement. Vous avez évoqué à un moment donné les meublés touristiques. Bref, pour l'ensemble des points, l'idée, et c'est de construire avec les élus locaux une boîte à outils la plus complète possible pour pouvoir avoir des marges d'action très très fortes. Et leur donner envie
de bâtir, parce que j'y viens. Évidemment, plus de responsabilités, plus de moyens aussi. Ils auront la possibilité de pouvoir se doter de plus de moyens sur les questions d'habitat. Plus de moyens, plus de responsabilités, c'est aussi plus de devoirs. Et je le dis avec ma casquette encore aujourd'hui de maire et de président de la communauté urbaine. Des élus locaux, des maires, des présidents d'intercommunalité ont aussi des devoirs. Des devoirs pour effectivement garantir l'accès au logement pour tous. Oui, le DALO est et restera une responsabilité de l'État, mais on doit être accompagné par les collectivités locales, demain, si elles ont plus de responsabilités. L'hébergement d'urgence, la production du logement, les disponibilités foncières. À partir du moment où les collectivités locales auront plus de moyens pour pouvoir développer les politiques foncières, il faut qu'elles dégagent des fonciers disponibles et il faut qu'elles délivrent les permis de construire. Et donc, effectivement, à un moment donné, plus de responsabilités aux collectivités locales, plus de compétences, c'est aussi plus de devoirs envers la population et la solidarité nationale. Et donc, ce deal qu'on veut engager, ce donnant-donnant avec les collectivités, moi j'en rêve en tant que président de la communauté urbaine, je ne demande que ça, d'avoir plus de moyens d'action pour pouvoir assumer plus de responsabilités vis-à-vis de la population. Donc ça, il y aura ce donnant-donnant. Ce ne sera pas que les collectivités, le renforcement des capacités d'agir. Je veux aussi qu'on réfléchisse à la façon dont, demain, un certain nombre d'entreprises peuvent s'investir davantage dans la production du logement. Chez moi, à Dunkerque, la plus belle ville du monde, hein, quand même. Je ne sais pas qui s'est trompé tout à l'heure. Il y a eu une petite erreur. On va dire match nul pour l'occasion, mais bon, c'est bien parce que... Il y a une petite erreur. Devant Marseille. Bon. Je reviens. L'idée, à Dunkerque, 20 000 emplois vont se créer. Moi, j'ai des gigafactories industrielles qui vont s'installer, qui me disent, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté urbaine, nous, on est prêt à mettre de l'argent sur le logement. Vous nous dites où, quand, à condition que ça bénéficie à nos salariés, on est prêt à le faire. Les entreprises au niveau local, elles sont prêtes à s'investir sur le logement. C'est pas que la PEC, c'est pas que ça, elles sont prêtes aussi à s'investir sur le terrain. Eh ben, donnons-leur la possibilité de le faire à celles qui ont envie de le faire. Les universités pour le logement étudiant. Moi, j'ai envie de dire au président d'université, vous avez une responsabilité sur le logement étudiant. Vous pouvez aussi vous engager. Il y a des fonciers sur les campus, etc., etc. Donc, je veux effectivement qu'on aborde l'ensemble des acteurs. La relance de la production, question rapide. Les professionnels, notamment les promoteurs, ont regretté Cellier, ils regrettent aujourd'hui Pinel. Est-ce que vous allez leur annoncer le vert grit? C'est imprononçable. C'est con. Je ne me permettrai pas. Plus sérieusement, est-ce que vous pensez que ces dispositifs fiscaux sont nécessaires? Madame la Présidente, tout à l'heure, a dit que j'avais fait ma thèse sur la production du logement. En fait, j'ai fait ma thèse sur les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif. Et je pense d'ailleurs être le seul en France à avoir fait un travail de recherche sur cette question-là. Non, je n'ai pas envie de faire un vert gris. Il y a des investisseurs particuliers en France qui ont envie de jouer l'immobilier. Les dispositifs d'aide fiscale ont répondu à ces investisseurs-là, et c'est bien, et il faudra réfléchir. Demain, la révision du statut du bailleur privé, d'accord, on va le faire. Dans le cadre de la politique de décentralisation, il faudra faire en parallèle la révision du statut du bailleur privé, l'alignement de la fiscalité de l'ensemble des statuts. Je suis pour, je l'ai demandé comme arbitrage à la Première ministre et au Président de la République dans le PLF 2024. Je souhaite un alignement, effectivement, au niveau de la fiscalité des régimes des bailleurs, pardon, des statuts des bailleurs. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'on trouve les moyens de mobiliser ces investisseurs particuliers qui veulent faire vraiment de l'immobilier, pas ceux qui sont là uniquement pour l'avantage fiscal, et peut-être trouver d'autres types d'investisseurs. Je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs institutionnels ne sont plus forcément intéressés par l'immobilier de bureau puisque la rentabilité a diminué, qu'ils sont prêts à venir dans l'immobilier résidentiel. Ce ne seront pas des masses, comme je l'ai entendu, comme on avait vécu à un moment donné la présence d'investisseurs institutionnels sur le marché du logement. Néanmoins, c'est un certain nombre de logements qui peuvent être produits en locatif, en LLI par exemple, grâce à des investisseurs institutionnels. Donc je préfère effectivement accompagner l'investisseur particulier avec une révision du statut du bailleur
et essayer de faire émerger les investisseurs institutionnels sur le marché du logement. Alors on a tous noté, PTZ, pas de dispositif fiscal nouveau, la réflexion sur un statut du bailleur privé. Si, fiscal nouveau, il y aura de la fiscalité nouvelle, mais il n'y aura pas de alignement. Il n'y aura pas de vergrit. Un alignement de la fiscalité. On a bien compris que vous visiez, enfin en tout cas moi j'avais compris ça à Airbnb. C'est ce que j'ai proposé. Voilà. Donc ça, tout ça est noté et j'imagine que vous allez aller beaucoup plus loin dans la concertation avec les professionnels. La question qui est évidemment d'actualité aussi, c'est tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Quelques questions ont fusé, un peu longues d'ailleurs. Si vous avez envie de poser des questions, faites une ligne ou deux, pas Guerre épée tome 2, vous voyez, parce qu'après, j'arrive plus à lire avec mes petits yeux de si loin. Donc simplement, question, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles aides pour accélérer les travaux d'économie d'énergie? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, sur la question de la rénovation, d'abord, il y a une question de filière à structurer. Alors certes, il y a toute la partie accompagnement des propriétaires. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le gouvernement avance sur France Rénov', sur ses guichets, sur mon accompagnateur Rénov', c'est compliqué à dire aussi ça. On veut effectivement être aux côtés des syndics pour pouvoir effectivement améliorer la formation des syndics sur ces questions. Bref, on veut accompagner mieux demain les propriétaires et donc tous ceux qui les accompagnent. Il y a aussi la filière derrière, c'est-à-dire la filière professionnelle. J'échange souvent avec les responsables du bâtiment. Moi, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que la filière soit structurée. Je le vis aussi en tant qu'élu local. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire plus de rénovation à Dunkerque, c'est parce que je ne trouve pas les entreprises, je ne trouve pas les accompagnateurs, je ne trouve pas les diagnostiqueurs. Voilà, il y a un problème au niveau de la filière. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon produit qui permet à la fois d'embarquer le propriétaire et d'embarquer la filière professionnelle pour qu'elle puisse se développer. Donc il y a cette partie-là. Il y a la partie aide. Très sincèrement, moi je n'ai pas entendu de procès au gouvernement sur MaPrimeRénov', sur l'éco-prêt à taux zéro. Pas sur le montant, peut-être sur les – conditions voilà, d'obtention. Les aides, aujourd'hui, ça y va. Et franchement, il y a eu des annonces qui ont été faites. Je pense que les aides, effectivement, sont importantes. Après, il y a la question du reste à charge, comme on dit, la question du reste à charge. On est en train de travailler sur, justement, l'accompagnement par les banques. Vous savez que la Banque des Territoires est en train de faire une étude sur les prêts collectifs. On est en train de réfléchir même à la révision de la loi de 1965 s'il y en avait besoin. On est en train de travailler sur cet accompagnement bancaire sur le reste à charge pour les copropriétés. Après, je sais qu'il y a un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est la question du calendrier. Vous savez que les échéances de climat et résilience. Notamment pour les logements classés en DPE G, puis les logements classés en DPE F. Moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante, et je le disais un peu en introduction. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option. Et donc, tout sentiment qui pourrait être de résister à ça est négatif et ne sera pas accepté par le gouvernement, et je ne l'accepterai pas. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option. Ça veut dire pas de report? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option. Ça veut dire, oui, non, oui. J'aimerais bien qu'on soit tous d'accord sur ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà, on doit tout faire avant d'examiner le report du calendrier. Je veux qu'on examine ensemble toutes les possibilités de tenir le calendrier. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que je veux tenir le calendrier. Je veux le tenir. Et je veux savoir si c'est vraiment un problème. Je veux savoir si c'est vraiment un problème. Passer de G en F, est-ce que ça exige des travaux de copropriété? J'ai demandé aujourd'hui au service de le vérifier. Si effectivement il faut des travaux de copropriété pour passer de G en F. S'il ne faut pas de travaux de copropriété pour passer de G en F, pourquoi on reporterait le calendrier? Effectivement, après, pour F, c'est 2028. Et là, on peut commencer à discuter, et on peut commencer à discuter plus largement les travaux de copropriété et trouver effectivement des mécanismes d'aide. Il y en aura, le gouvernement sera là, etc. Mais quand je dis la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option, j'aimerais d'abord qu'on me démontre qu'effectivement 2025 n'est pas tenable pour les G. Pour les G. OK ? Et donc, moi, là-dessus,
je ne suis pas aujourd'hui totalement convaincu qu'on n'est pas capable de tenir le calendrier pour léger. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Le jour où je serai convaincu, je changerai peut-être ce que je viens de vous dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur cette option-là, qui consiste à tenir le calendrier et de vérifier si effectivement les travaux sont possibles pour passer de G en F en 2025. On le conserve, on va voir si on peut le conserver jusqu'au bout. Juste une réflexion, si on veut passer de G à F et qu'on fait 2 rustines ici et un sparadrap là, on risque après, en 2028, de les enlever et d'avoir investi pour pas grand-chose parce qu'on s'aperçoit que c'est du global. Mais effectivement, il y a un vrai débat. Techniquement, si ce que vous dites... Peut-être, ou pas. Je demande à voir. Je demande à voir, effectivement. On revient à l'un des propos de la présidente. Les professionnels de l'immobilier, vous l'avez dit, traversent une crise aussi inédite, par ricochet évidemment, ils auraient besoin d'être rassurés. Et puis, patatras, il y a une autorité de la concurrence qui rend un avis, comment dire, déstabilisant, et qui leur dit, notamment sur l'entremise immobilière, qui dit, est-ce que vous, par exemple, vous considérez que la loi Houguet doit être changée, qu'il faut changer les règles du jeu, que les agents immobiliers pratiquent des honoraires trop élevés? Comment vous avez reçu ce rapport? D'abord, un petit mot plus personnel. On a besoin de vous. L'immobilier a besoin de vous. Les Français ont besoin de vous. Les professionnels dans l'immobilier, moi j'ai confiance en vous. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de pas de Vergrit, etc., c'est aussi peut-être parce que justement j'ai tendance à faire un peu plus confiance aux professionnels. Voilà. Excusez-moi, je fais confiance à la compétence. Donc, les Français ont besoin de vous, les étudiants ont besoin de vous, les gens ont besoin de vous pour trouver des solutions. Et là-dessus, je le dis très clairement, on a besoin des syndics dans les copropriétés. Et plus vous serez professionnalisés, mieux ce sera pour la société. Votre travail est un travail aussi au fond d'intérêt général. Donc ça, là-dessus, je veux être très très clair. Et ça me fait mal de voir aujourd'hui, effectivement, les conséquences sociales de la crise économique que nous vivons aujourd'hui chez vous. Je le dis, comment rester insensible, je le vois, y compris dans mon territoire. Je connais des personnes qui sont directement touchées par ce qui a été évoqué tout à l'heure. Vous avez soulevé 2 choses. Vous avez soulevé la question de la loi Houguet. Je vous le dis tout de suite, c'est pas à l'agenda. Écoutez, c'est vraiment pas le sujet. Je crois franchement qu'on a autre chose à faire en ce moment. Moi, mon temps aujourd'hui, il est sur essayer de trouver ces arbitrages qui permettront de répondre à l'urgence. Je vous ai dit des propositions que j'ai faites à la Première ministre. J'ai même été loin. Je vous ai même dit des propositions, je ne sais même pas encore si elles sont validées. Mais en tout cas, vous avez certaines propositions, pas toutes, du ministre du Logement aujourd'hui pour essayer de répondre à comment on amortit la crise. Franchement, j'ai pas envie de... Et puis derrière, on va enclencher ce travail de renforcement des capacités d'agir des acteurs de terrain, décentralisation, entreprises, universités, bailleurs sociaux, etc. Donc ma priorité, elle est franchement pas à la loi Houguet. Donc très, très sincèrement, je le dis franchement, c'est pas à l'agenda et j'ai pas envie de mettre ça à l'agenda. La question des honoraires. C'est 2014, c'est ça, Madame la Présidente, c'est 2014. C'est une bonne année parce que je suis devenu maire en 2014. Alors je trouvais que c'était un beau symbole. 2020 a été plus spectaculaire encore quand même. Oui, c'est vrai. Le premier tour, mais 2014, ça reste un souvenir impérissable. Alors Voilà. je pense que c'était peut-être pour ça, en fait, qu'il m'attendait. Non, écoutez, je suis d'accord pour qu'on travaille. Je veux juste une chose. On est dans une situation inflationniste et donc des questions de pouvoir d'achat se posent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a plafonné la progression de l'IRL, vous l'avez vu. Donc, j'ai demandé au service, à l'administration, de prendre contact avec vous, de travailler avec vous à une revalorisation qui puisse à la fois répondre à la question du pouvoir d'achat des acteurs de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier, et aussi n'impute pas le pouvoir d'achat des Français. On sait qu'il vit. Donc, essayons de trouver ensemble la juste voie, si vous me permettez l'expression. Essayons de trouver ensemble la juste voie. Et je suis d'accord pour une revalorisation des honoraires. Et on engage ce travail en octobre, si vous en êtes d'accord. Madame la Présidente. Juste une question qui est apparue tout à l'heure et que je n'ai pas eu le temps de relayer. Alors, vous n'avez pas de baguette magique, hélas, mais il y a une vraie problématique actuellement sur le logement étudiant. Est-ce que cette urgence-là, vous avez quelques réponses à lui apporter? Oui, alors, vous le savez, hein, je me suis déjà à plusieurs reprises exprimé sur le logement étudiant. C'est quelque chose qui me touche personnellement et
D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi à vous. Parce que ça m'a touché personnellement. Il se trouve que, je suis fils d'ouvrier à Dunkerque, et au moment où j'ai eu à faire mes études supérieures, j'ai dû aller à Paris. Et mon père a connu une période de chômage à ce moment-là, il est tombé au chômage à Dunkerque. Et à un moment donné, je n'ai pu continuer à faire mes études à Paris que parce que je joue au basket. Vous avez compris la taille, et que j'étais payé pour jouer au basket. Et sans ça, j'aurais pas pu continuer mes études à Paris, et j'aurais pas fait Polytechnique, et je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, probablement. Donc, quand on touche à la capacité de ce qu'un jeune peut faire en matière d'enseignement supérieur, on touche à son avenir, on touche à l'avenir du pays, on prive de capacités extraordinaires pour l'avenir des jeunes qui ne doivent pas être privés de cette capacité. Donc ça, c'est pour ça que la dernière fois sur France Info, on m'a posé la question, j'ai dit ça me choque. Voilà, ça me choque. Ça me choque qu'un jeune soit privé d'études supérieures qu'il souhaite pour des questions d'argent liées au logement. Donc je ne peux pas être indifférent à ça, et je peux vous faire une promesse, parce que je suis là quand même que depuis 1 mois et demi, c'est de tout mettre en place pour essayer de lutter contre ça. Alors, j'ai déjà réfléchi à des pistes. D'abord, je veux rencontrer les présidents d'université. Avec ma collègue Sylvie Retailleau, on a l'intention d'aborder avec eux cette question du logement étudiant. Là où il y a des possibilités de foncier sur les campus universitaires, il faut en saisir. Là où il y a des fonciers de l'État, il y a peut-être les moyens de faire. Il y a même aujourd'hui, avec des professionnels de la construction, des moyens de faire en 1 an des constructions hors site qui permettraient peut-être de répondre à la rentrée prochaine à des logements étudiants. C'est à travailler. On doit pouvoir, les colocations des bailleurs sociaux, il faut trouver des associations qui font l'intermédiation avec les bailleurs sociaux et qui font de la colocation pour les grands logements. Il y a des territoires où il n'y a plus de grandes familles, où il n'y en a plus beaucoup, il y a plus de grands logements. Donc les pistes existent, il faut fait de la coloc. Voilà, on fait de la coloc. Alors je ne dis pas que c'est des solutions pour tous les territoires, mais je sais que par exemple à Dunkerque, ce que je viens de vous dire, ce sont des solutions possibles. Peut-être pas à Marseille, j'en sais rien, le contexte est différent. C'est pour ça que je pense qu'il faut décentraliser et à chaque fois trouver les bonnes solutions qui correspondent à la réalité des territoires. Marseille n'est pas Dunkerque, n'est pas Biarritz, ce n'est pas Paris. Et d'ailleurs, tant mieux pour vous, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense qu'il faut à chaque fois adapter la situation. Je pense qu'il y a plein de moyens d'essayer de répondre à cette question de l'urgence du logement étudiant. On devrait, avec les élus locaux, avec les bailleurs sociaux, avec les présidents d'université, avec les préfets, se dire ensemble, non, on refuse ça, on ne veut plus demain, dans 2 ans, dans 3 ans, ensemble, on ne veut plus qu'un étudiant soit privé d'études supérieures parce qu'il ne trouve pas un logement ou parce que ce n'est pas à la portée de... Faisons-le ensemble. J'appelle à un pacte. J'appelle à un pacte entre tous les acteurs, de l'État jusqu'au maire, pour se dire, on se donne quelques années, et dans quelques années, ensemble, tous ensemble, parce que la solution ne viendra pas de l'État, elle viendra de tout le monde, tous ensemble, on se dit, il ne peut plus y avoir un étudiant demain qui ne peut pas passer à l'enseignement supérieur. Ce pacte-là, j'aimerais bien que tous les maires de France le signent avec moi. Monsieur le ministre, je sais que votre agenda est très serré. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir à graver un Everest sans oxygène ? C'est une belle image. Je ne suis pas très fan de l'escalade. Moi, c'était le basket. Donc, vous marquez un panier à 9 mètres. À 9 mètres ou 10 mètres, c'est comme ça. J'ai une certitude. Si effectivement l'immobilier compte uniquement sur moi, on ne va pas aller loin. La certitude que j'ai, c'est si on veut se sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il va falloir sacrément serrer les coudes. Regardez ce que je viens de dire sur le logement étudiant. Je ne viens pas dire l'État. Je viens de dire tous les acteurs. Et je pense que tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier et tous les acteurs politiques aujourd'hui ont un rôle à jouer. Ils ont tous un rôle à jouer. Eh bien, je vais vous dire, si effectivement, dans 1 an, après cette discussion sur la décentralisation, dans ce pays, on se dit, élus locaux, gouvernement, entreprises, bailleurs sociaux, professionnels de l'immobilier, on l'aborde cette question-là, et on aborde tous les enjeux, la crise économique, mais aussi la rénovation énergétique, l'adaptation au vieillissement, on l'aborde ensemble, et chacun on fait un pas, ce ne sera pas l'Everest, et je pense qu'on peut y arriver. Par contre, si vous me dites moi tout seul, je ne vais pas gravir l'Everest. Comme disait Cyrano, merci 1000 fois. Merci, merci, merci.